On se trouve dans une lignée qui est maintenant, qui commence à s'établir par des choix de thèmes qui se parlent, mais qui sont en même temps distincts. Le premier thème, c'était un peu porté sur la technique, mais plus architectonique. Le deuxième thème, c'était la poétique. Et là, on a pu profiter d'ailleurs de la complicité avec la pratique poétique, ce qui était pas mal. Ce troisième thème, éthique, provient d'une discussion essentiellement entre moi et Jean-Philippe de Vicher. C'était le tour de Louvain-la-Neuve d'organiser ce séminaire. Et du coup, je me suis tourné vers quelqu'un qui travaille dans son travail de thèse sur les questions éthiques, et ce depuis un certain nombre d'années. Et c'est en discussion avec lui qu'on est arrivé au terrain qui sera pas couvert, mais en tout cas entamé aujourd'hui. Je reviendrai dans un instant. Je voudrais simplement rappeler 2 ou 3 points à tout le monde qui est ici. Vous êtes tous membres de ce séminaire dès lors que vous avez franchi le seuil de cette salle. Vous êtes en principe inscrit sur le site Alfresco, qui est un site où on stocke des documents, mais on peut y faire plus. Et nous aimerions qu'on puisse faire plus avec ce site que ce qu'on a fait jusqu'ici, qui était essentiellement de déposer des documents et les archiver. Ça, c'est déjà très utile. Mais il y a aussi d'autres fonctions. Il y a une fonction forum. Et ce fonction forum est le lieu où on peut continuer entre les séminaires à lancer des questions, à insulter les uns les autres. On peut faire tout ce qu'on veut sur un forum. Et ce serait mieux de faire ça, même si c'est des injures, que de ne rien en faire. OK ? Donc, ce serait bien si tout le monde commençait à prendre le pli d'activer cette fonction forum. Et je crois qu'à chaque fois qu'il y a une intervention sur le forum, tout le monde est informé. Donc, vous serez d'office au courant qu'il y a eu intervention sur le forum. Et si vous n'avez pas reçu jusqu'ici de notification comme quoi il y avait eu activité sur le forum, c'est que c'est au calme le plus plat pour l'instant. Donc, songez, oui? Juste une précision, c'est que si on est simple lecteur, on ne peut pas y participer, je pense. Il faut au forum? Contributeur, oui. Ah. Quasi sûr. Donc, s'il y a des personnes ici qui ont été désignées lectrices ou lecteurs, il faudra modifier. D'accord. D'accord, ok. Donc, si jamais vous ne parvenez pas à lancer l'injure que vous avez réservée à quelqu'un d'autre, dites-nous votre frustration par email et on changera votre catégorie de membre. Par exemple, Pierre, je pense que Pierre, tu vas être tout de suite frustré si tu essaies de... Parce que... Il suffit d'un clic et vous êtes OK. Autre point important, même si vous n'utilisez pas la fonction forum, lorsqu'on lance un thème, et vous allez bientôt être au parfum du prochain thème qui sera lancé pour l'automne, chacun est invité à proposer de lui-même une intervention, une contribution, un texte de référence, etc. On aimerait que l'interaction ne se limite pas aux membres du comité organisateur, mais que tous les membres du séminaire et toute personne intéressée puissent contribuer au Schmilblick. Ceux qui ont déjà rempli la fiche qui vous avait été demandée pour s'inscrire, ceux qui ont rempli avec des références, etc., on vous remercie. Ceux qui n'ont rien mis, vous êtes désormais sommés de bien vouloir mettre quelque chose pour qu'on enrichisse le fond de documents que nous pouvons partager entre nous. Parfois, c'est des choses qui seront de surprise pour personne. Ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de mettre un document que personne n'a jamais vu ou entendu. Mais parfois, ça fait l'occasion d'une découverte aussi pour certains qui ne connaissent pas votre bibliographie, votre monde de référence. OK ? Donc ça, c'est ça.
Donc, revenons sur le prétexte d'aujourd'hui, un tout grand texte laissé sur le don de Marcel Mauss, un texte que j'étais très heureux de redécouvrir après l'avoir lu il y a des années quand j'étais étudiant, et j'étais très heureux de savoir que ça faisait une partie importante une sorte de clé de lecture pour une partie de la thèse de Jean-Philippe. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas commencer par là. Et puis, comme vous, j'ai découvert le travail qu'a fait Luc Richir à partir de ce texte-là, un travail très critique, un travail très, très tonique, très satisfaisant à la lecture, parce qu'il n'y va pas la main morte avec les adjectifs et les verbes. C'est une écriture qui fait circuler le sang, et ça fait du bien. Et alors, un troisième intervenant, Chloé Salambier, qui n'est pas spécialement martienne, si l'on peut dire, mais qui par contre apporte une lecture de terrain sur le lien social et comment ça peut se rebâtir dans des circonstances extrêmement difficiles. Et donc, c'est un point de vue qui est critique d'un autre angle de vue, mais que nous avons estimé était tout à fait pertinent au propos d'aujourd'hui. À titre d'introduction, je ne vais pas éterniser, mais j'étais frappé par un extrait du texte de Mauss que j'aimerais bien lire. C'est juste un paragraphe, donc ne soyez pas inquiets. Juste un paragraphe, mais dont l'actualité est absolument... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, pardon, ok. C'est absolument d'une actualité trébuchante, comme je disais avant la session. Donc ici, c'est l'extrait. D'abord, nous revenons, et il faut revenir, à des mœurs de, entre guillemets, dépenses nobles. Il faut que, comme en pays anglo-saxon, ça me fait rire parce que c'est pas le cas, mais bon, on continue, comme en pays anglo-saxon, comme en tant d'autres sociétés contemporaines, sauvages et hautement civilisées, les riches reviennent librement et aussi forcément à se considérer comme des sortes de trésoriers de leurs concitoyens. C'était écrit il y a longtemps. Les civilisations antiques, dont sortent les nôtres, avaient les unes le jubilé, les autres les liturgies, chorégies et triarchies, les sicici, repas en commun, les dépenses obligatoires de l'édile et des personnages consulaires. On devra remonter à des lois de ce genre. Ensuite, il faut plus de soucis de l'individu, de sa vie, de sa santé, de son éducation, chose rentable d'ailleurs, de sa famille et de l'avenir de celle-ci. Il faut plus de bonne foi, de sensibilité, de générosité dans les contrats de louage de services, de location d'immeubles, de vente de denrées nécessaires. Et il faudra bien qu'on trouve le moyen de limiter les fruits de la spéculation et de l'usure. Fin de citation. Voilà un texte qui est d'une certaine actualité. Revenir à un partage nécessaire, regarder la différence entre le haut et le bas de l'échelle, minimiser cette différence-là. Voilà quelque chose qu'on pourrait adopter comme dicton pour l'évolution contemporaine de la situation. Luc Richir, a longtemps enseigné la littérature contemporaine et la philosophie de l'art à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Aujourd'hui, il est de discipline philosophe et psychanalyste, mais aujourd'hui, il se profile comme écrivain, si je ne me trompe. Il est indépendant, comme il a marqué sur le formulaire bureaucratique que je vous ai fait passer, et il est écrivain. Et c'est en cette capacité-là qu'il est invité parmi nous pour parler à partir du texte que vous avez reçu, L'erreur de Cook, qui est une façon de remettre un peu les pendules à l'heure dans les différentes lectures qu'il y a eu et dont il y a eu notamment des lectures incorrectes de ce texte de Mauss. Luc ?
Oui, merci. Merci à vous d'être présent. Merci de m'avoir invité. Merci mille fois parce que j'attribue une importance peut-être trop grande à ce livre, L'erreur de Cook, dont je suis, disons, l'auteur. Je dirais que c'est probablement la première fois que j'accorde une importance telle à ce que j'ai pu écrire. C'est peut-être un peu délirant, cette importance, mais je vais la situer. Essayer de faire de me livrer un exercice que beaucoup d'intellectuels, depuis un certain nombre d'années, ne font plus jamais, à savoir de l'histoire, un peu d'histoire, même si c'est de l'histoire personnelle. Alors, au fond, l'erreur de Cook, d'abord, le titre, c'est une citation de Marcel Mauss, qui dit l'erreur de Cook, donc du grand explorateur Cook, c'est d'avoir cru que quand on lui apportait des fruits sur son bateau, des femmes, des colliers de fleurs, il croyait que c'était un échange. Il croyait que certains objets étaient des monnaies alors que c'était des cadeaux. On connaît par ailleurs une autre erreur, celle de Cortés qui offre à Montezuma un collier, je pense, un collier d'émeraude, et Montezuma lui en restitue 2. Bon. Tout le don, d'une certaine manière, est là-dedans, dans sa complexité, en tout cas. Pour revenir à cette histoire personnelle, moi, je fais partie, comme peut-être certains d'entre vous, de la génération dite mai 68, à ne pas confondre avec les babas cool, parce qu'on n'était pas baba et on n'était pas cool non plus. On était plutôt offensif. Et bon, on oublie de dire que mai 68 a eu un effet, à mes yeux, positif, pour d'autres tout à fait négatif. Évidemment, on n'a pas renversé le système de l'économie marchande. Ça, c'est à vous de le faire, cette génération actuelle et suivante de le faire. Ça va être un sacré boulot. Mais on oublie de dire que nous avons au moins détruit quelque chose. C'est le Parti communiste français, qui, je crois, en a énormément voulu au mouvement de mai, gauchiste, etc., etc. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas vous faire des souvenirs d'anciens combattants, mais pour un très grand nombre d'entre nous, après la retombée du mouvement, pas seulement français, pas seulement belge et pas seulement italien, je laisse de côté volontairement le cas allemand, qui n'a pas grand-chose à voir, à mon sens, avec ce qui était débattu en 68 en Italie et en France. On s'est trouvé dans un grand désarroi parce qu'effectivement, on avait cassé un certain nombre de monuments de la baraque politique. Donc, faire de la politique était devenu radicalement impossible. Bon. Dans ces termes-là, en tout cas, dans les termes... maintenant, c'est devenu impensif, droite-gauche, c'est la même chose, gna gna gna. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Et puis, il me semble qu'avec ce travail sur Mauss, faire de la politique, à condition de préciser le mot politique, redevient possible. Et pourquoi ? Parce que, au fond, ce que Mauss met en évidence, avec des erreurs incontestables, ce qu'il met en évidence, c'est que ce système, comme on l'appelait, comme on peut encore l'appeler aujourd'hui, le système de l'économie marchande, le système capitaliste, ce que Polanyi, le très grand Polanyi, décrit comme étant sans doute la plus grande aberration que l'humanité ait jamais inventée en matière d'économie. C'est un livre passionnant, le livre de Polanyi.
qu'il publie, je pense, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, et qui a un succès relativement confidentiel, eh bien, ce système de l'économie marchande repose, à mon sens, à ma connaissance, sur la destruction de ce que Mauss met en évidence, sur la destruction du don. Bon. C'est manifeste, c'est absolument manifeste, c'est démontrable. Et puis, il ne faut pas s'en faire, hein, pas que les méchants libéraux et les méchants capitalistes qui font ça. Les très gentils communistes le font tout aussi bien, exactement dans le même esprit, et exactement selon les mêmes, pas selon les mêmes méthodes. Hein, il y a les degrés de violence varient, bien sûr. Il s'agit de détruire le don. Alors, le don, qu'est-ce que c'est ? Beaucoup de gens se sont égarés sur les mots, comme toujours. On patauge dans les significations sans aller voir ce qui s'articule en termes de structure. C'est une triple, donc il y a trois, une triple obligation. Déjà, Derrida suffoque le don, une obligation, mais non, le don ne peut pas être une obligation, le don c'est la générosité, c'est le cœur, etc. N'oublions pas que Derrida est un philosophe qui... ça, je le tiens d'une confidence d'un de ses amis assez proches, que je ne nommerai pas. Derrida était un philosophe qui pouvait écrire sur Platon sans connaître le grec de Platon. Bon, hein, ça se lit, hein, ça se voit dans son commentaire sur la République, je me souviens bien. Donc Derrida s'émeut, triple obligation. Dans le mot obligation, il y a obligé. Hein, comme dans cette phrase un peu désuète, je suis votre obligé. Hein, c'est-à-dire, je suis lié à vous et je vous dois quelque chose parce que vous avez fait quelque chose, vous m'avez donné quelque chose. Donc c'est en ça que le mot obligation doit être retenu, non pas en termes de contrainte, parce que nous allons voir que ces structures du don n'implique aucune contrainte au sens classique du terme, par exemple aucune contrainte politique, aucune contrainte qui émane d'un pouvoir central ou plus ou moins centralisé. Donc c'est une triple obligation de donner, de recevoir et de rendre. Je vais vous donner une petite anecdote, puisque dans mes périples professionnels et de survie matérielle, je n'en suis pas très fier, finalement. À l'époque, je l'étais, mais plus maintenant. J'étais diffusé la pensée occidentale dans un pays qui ne l'était vraiment pas du tout, et qui est la Mauritanie. Donc, j'étais prof de philo en Mauritanie. Ça, il faut le faire, prof de philo en Mauritanie. Hein. Mais l'anecdote est la suivante. Il n'y a pas grand-chose à faire en termes de mondanité consumériste en Mauritanie. Donc, ce qu'on fait, c'est prendre contact avec les gens, se promener, etc. Je me rappelle une promenade le long du fleuve Sénégal où on s'arrêtait régulièrement auprès de pêcheurs. Il y avait une famille de pêcheurs, un pêcheur avec ses enfants et ses deux femmes. Puis on s'arrête, on nous sert évidemment le thé traditionnel, et puis l'une des femmes amène un sac de riz. Alors on est très embêtés, parce qu'on sait que le sac de riz est destiné à nourrir cette famille pendant au moins 15 jours, si ce n'est plus. Donc si nous acceptons, nous sommes les affameurs. Mais nous savons aussi d'expérience qu'on ne peut pas rendre. Ça, on va y revenir. On ne peut pas rendre dans l'immédiat, on ne peut pas décliner l'offre. Ça, c'est le deuxième temps du don, l'obligation de recevoir. Donc, nous étions obligés de recevoir le riz. Donc, on a pris le riz, on a continué à boire le thé, à parler. Alors, au bout d'un certain temps, disons 1 heure, peut-être un peu plus, de parlotte, de thé, de photos... eh bien, nous avons rendu
l'équivalent de ce que l'on nous avait donné, c'est-à-dire que nous avons rendu le riz. Évidemment, les gens ne se sont pas fait prier, ils ont accepté avec beaucoup de reconnaissance cette restitution. Hein. Et j'y insiste parce que le troisième temps de la restitution, donc on me donne, je reçois, je suis plutôt obligé de recevoir parce que si je ne reçois pas, ça équivaut à une déclaration d'hostilité. Hein. Imaginez que vous êtes une fête de Noël, vous apportez un cadeau et le maître de maison, la maîtresse de maison dit « moi j'en ai rien à foutre ou je l'ai déjà ». Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le feu à la maison ou vous partez? Donc, le troisième temps de restitution est un temps différé. Ça, c'est un... Mauss le dit à partir notamment des données très précieuses de Malinowski. Malinowski qui a passé beaucoup d'années à sillonner l'archipel des Trobriand, hein, et qui en a sorti les Argonautes du Pacifique occidental, si je me souviens bien du titre. Bon, le paiement, la restitution différée, je retire le mot paiement, hein, la restitution différée d'un équivalent du don. Bon, on va revenir aussi sur cette idée d'équivalent. Pourquoi différé? Parce que là, il faut quand même rendre hommage aux gens que je critique, mais pas méchamment. Je veux dire, c'est pas une critique qui vient d'une animosité viscérale. Il faut rendre hommage à Lévi-Strauss, que je critique abondamment, parce que bon, je pense qu'il le mérite sur certains points. Lévi-Strauss avait remarqué que les choses données, les biens qui étaient donnés, notamment lors de ces transhumances navales des Trobriand ou d'autres parties de la Mélanésie, ceux qui avaient donné pouvaient revenir sur l'île, par exemple, où ils avaient donné des biens, des femmes, etc. Et puis on leur rendait ces mêmes biens, ces mêmes femmes, ces mêmes richesses, parce que justement, ce n'étaient pas les mêmes. Ce n'étaient plus les mêmes. Le temps avait passé, le temps avait fait en sorte que ceux qui avaient reçu s'étaient appropriés en quelque sorte la chose donnée. Donc c'était plus une chose donnée, c'était devenu une propriété en somme. Ils pouvaient la donner comme étant à eux. Et on pouvait recevoir une chose qu'on avait donnée tout simplement parce que ça avait changé de signe entre-temps. Donc il y a un nécessaire travail du temps dans le don. Je ne pense pas que j'aurai le temps de vous expliquer vraiment en détail comment ça marche, parce que c'est un fonctionnement structurel. Cette sorte de différence, hein, on va cette fois rendre un petit peu hommage à Derrida, ce retard, cet atermoiement de la restitution permet effectivement que les choses données s'incorporent dans le monde du donataire, du bénéficiaire, et que donc il puisse les donner à son tour, non pas les rendre, mais les considérer comme des dons, comme des richesses lui appartenant. Et l'enjeu qui m'est apparu à un certain moment, c'est que si on laisse passer le temps de la restitution, eh bien, ce qui va s'inscrire, par exemple au niveau des unions matrimoniales, des rapports entre hommes et femmes, entre dons de femmes, dirait Lévi-Strauss, mais bon, eh bien, ce sont les générations. Les générations. Autrement dit, les enfants ont énormément de choses à voir là-dedans. Exemple un peu simpliste, mais qui n'en existe pas moins, quelqu'un me donne sa fille. Je ne vais pas aller tout de suite galoper dans mon clan pour dire « Hé, ma sœur, viens ici, je vais te rendre à celui qui m'a donné sa fille. » Ça ne se passe pas.
Ça ne doit en tout cas pas se passer dans les structures de dons. La restitution sera différée et par exemple, ce sera une fille, la fille du mariage que j'ai contracté avec la fille de ce monsieur, ce sera la fille qui sera en quelque sorte restituée. Bien, donc, c'est ce que Mauss appelle le paiement différé, mais je n'aime pas beaucoup le mot paiement puisqu'il implique des notions que précisément le don exclut, celui de monnaie notamment. Alors Malinowski a eu beau insister, non, ce ne sont pas des monnaies, non, les coquillages qui sont échangés dans le coularing ne sont pas des monnaies, non, ce ne sont pas des monnaies. Tout le monde s'évertit à dire, ce sont des monnaies, ce sont des monnaies, ce sont des monnaies. Hein, et vous trouvez dans des bouquins d'ethnologie, ou plutôt dans des bouquins très beaux, avec des très belles photos, c'est dans le Voinotou, si je me souviens bien, il y a une monnaie, entre guillemets, qui sont les dents de porc. Hein, les dents de porc. Alors, il faut lire la notice. C'est à se demander si les gens, quand ils écrivent et quand ils publient certaines choses, ils réfléchissent, s'ils essorent bien leurs neurones. Ces fameuses monnaies dents de porc, il faut 7 ans pour les produire. Et puis on introduit dans la gueule du porc certaines broches qui font que cette dent est en spirale. Et puis alors on va l'arracher au bout de 7 ans au prix de souffrance de l'animal absolument indicible. Imaginez que quand vous allez au Carrefour, vous allez avec votre plume, vos encres, vos papiers, et que c'est combien, c'est 55 €, et que vous allez mettre 4 ou 5 heures à dessiner le billet. Bon, c'est ça les fameuses monnaies primitives. Donc, connerie occidentale, hein, pardonnez-moi le mot. Hein, bon. Si vous voulez, après, je vous dirai ma définition de ce que c'est que, non pas la connerie, mais un con. C'est pas une insulte, hein, c'est pas une insulte. Ça fait partie du langage. Donc, restitution différée qui permet à la chose, on va l'appeler comme ça, de passer en quelque sorte dans le camp du donataire, de devenir la propriété, entre guillemets, de ce donataire, de telle façon qu'il puisse donner à son tour. Donc, vous voyez, c'est une structure où on n'est jamais un pur donateur, on n'est jamais un pur récipiendaire, on n'est jamais un pur restitueur, s'il veut. En fait, donner, recevoir et rendre sont des positions que les partenaires du don occupent alternativement ou simultanément. Alternativement, dans une séquence très simple, à 2 ou 3 partenaires, par exemple. Simultanément, parce que, en fait, et ça, ce n'est pas accentué dans les commentaires sur le don, en fait, celui qui restitue n'est pas nécessairement, loin de là, celui à qui l'on a donné. Ça, c'est également un aspect de la structure du don qui est d'une extrême importance et que Lévi-Strauss rate royalement, hein, à 450 km/h, comme dans un prix de Formule 1 mal maîtrisé, parce que pour Lévi-Strauss, il n'y a pas véritablement de don. Enfin, dans sa théorie, il y a de l'échange. Il ne faut pas confondre le don avec l'échange. Il y a de l'échange. L'échange se fait à 2. Et puis alors, il introduit cette notion biscornue qui a fait Flores chez les ethnologues, l'échange généralisé, qui en fait est un bête truc. C'est 2 + 1 = 3. Bon. Quand on examine vraiment le don, on s'aperçoit que il n'y a pas d'échange généralisé. D'abord, il n'y a pas d'échange. Ensuite, il n'y a pas d'échange généralisé. Je vais expliquer pourquoi il n'y a pas d'échange. C'est d'emblée 3. On est d'emblée à 3. Donc, c'est une structure ternaire. Et donner, recevoir et rendre sont des actions, si vous voulez. Des positions que tout le monde, d'une certaine manière, peut occuper
pas n'importe comment, bien sûr, mais qui vont créer quoi? Qui vont créer ce qu'on appellerait un réseau, hein, et un réseau qui est fait de ces liens, de ces liens. Donc le don est plus du côté est du côté du lien, il est du côté du nœud. C'est pour ça que je dis que nous sommes en présence d'une économie symbolique et non pas d'une économie marchande, parce que dans le mot grec symbole, vous savez, vous savez bien que ça vient de symballein, qui veut dire mettre ensemble, réunir le symbole. La définition du dictionnaire, qui est très, très sommaire, c'est cet objet que l'on casse en deux. Hein. Je vous donne la moitié, je garde l'autre moitié. Cette moitié, vous en faites un petit peu ce que vous voulez, pas trop quand même, hein, faut pas que ce soit trop dans le caprice. Mais si un jour un inconnu s'amène chez moi avec cette partie-là, eh ben, voilà. Je dois l'accueillir, je dois lui rendre un certain nombre de devoirs, je dois par exemple l'héberger, etc., etc. Donc ce sont en fait les symboles qui circulent, non pas qui s'échangent, mais qui circulent. Bon. On verra si j'ai encore un petit peu de temps pour préciser cela, ou si dans les questions vous voulez des précisions concernant cela. Alors, ce n'est pas un échange, pourquoi? Parce que l'échange implique tout autre chose. Alors que le don, cette triple obligation de donner, de recevoir et de rendre, avec les règles, ce sont véritablement comme dans un jeu, ce sont avec les règles du jeu, telles que, il n'y a pas de réciprocité, par exemple, il n'y a pas de spécularité entre les partenaires. C'est A qui donne à B, qui donne à C, et C va restituer à D, qui va donner à A. Par exemple, ça c'est un schéma court, mais tout à fait exemplaire. Bon, ce n'est pas un échange parce que ce qui est gagné, ce qui est escompté, ce qui est la finalité du don, ce n'est pas du tout un gain, c'est un lien. C'est un lien. D'où le mot symbole, donc, qui veut dire lié, précisément lié. Alors là, je ne vais pas me lancer parce que c'est dans une réflexion un peu aventureuse pour moi, mais qui me paraît tout à fait essentielle et qui est un peu le chantier dans lequel je campe depuis un certain nombre d'années déjà. Figurez-vous que, toujours en grec, la symbolé, ça veut dire la relation sexuelle avec une femme. Donc, les relations avec les femmes ne sont pas du tout étrangères à cette histoire d'économie symbolique. Elles sont absolument partie prenante. Et autrement que Lévi-Strauss ne l'a dit quand il a parlé, comme vous savez, d'échange de femmes. Mais Lévi-Strauss avait ce chic d'avoir apparemment un très mauvais caractère. plus il recevait de fatwas des féministes, plus il insistait en disant non, ce sont les femmes qui sont échangées partout. C'est absolument faux. On connaît des tas de contre-exemples. Même Lévi-Strauss en connaissait un, et puis on lui montre ce contre-exemple, et puis il dit ça c'est pas possible, cette tribu-là s'est trompée. C'est sublime, non? Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup plus qu'une tribu qui s'est trompée. Il y a quand même pas mal de populations encore survivantes sur la planète qui ne pratiquent pas du tout l'échange de femmes comme Lévi-Strauss l'a présenté. Déjà, Lévi-Strauss en soi, ce serait tout un débat assez passionnant de voir, je dirais, comment il s'est trompé, parce qu'il ne s'est pas trompé stupidement, il ne s'est pas trompé idiotement. Il n'a pas fait du Onfray, quoi. Il a fait du Lévi-Strauss. Bon, pourquoi c'est pas l'échange? Parce que dans l'échange, c'est évidemment pas le lien qui est visé. C'est
c'est une opération rentable, c'est-à-dire ce qu'on appelle un gain. Alors, on n'a pas tellement... C'est dans Marx, Marx qui reprend Smith, Ricardo et d'autres, le décrit avec beaucoup de finesse. L'échange marchand nécessite ce qu'il appelle la liberté des partenaires dans l'échange. Donc il faut qu'au départ, ils soient liés par rien et qu'à l'arrivée, non plus, ils soient liés par rien. Alors, si, ils vont être liés, mais ils vont être liés par l'argent. C'est ce qu'il dit. L'argent remplace tous les liens. Alors bon, un petit peu expliquer ce que c'est que cette histoire d'échange marchand. Il y a un courant artistique qui correspond à ce genre d'économie, ça s'appelle le dadaïsme. L'échange marchand est quelque chose d'assez dadaïste. Ça, c'est Smith qui l'explique. Et j'ai lu ça chez un universitaire contemporain français, un certain Laval, qui a pris son temps pour éplucher toutes les théories économicistes du 19e, des Smith, Ricardo et autres. Alors, vous trouvez une très très bonne synthèse de tout ça chez Georg Simmel dans son énorme brique L'argent. Il ne faut pas tout lire, il y a quelques pages à lire qui suffisent amplement. Alors l'échange, ça fonctionne comme ça. Je dis pas le don, mais l'échange. Deux partenaires, on peut en ajouter d'autres, bien sûr, qui font un marché, font un deal. La finalité des immeubles, mais reprenant cela Smith et d'autres, c'est le gain. Je ne vais pas échanger pour le plaisir d'échanger. Et je ne vais certainement pas échanger pour contracter un lien. Quand vous allez au Carrefour, on va de plus en plus dans la négation du lien, étant donné que vous avez ces machines-là qui vous permettent je ne sais pas quoi, de composter, comme diraient les gens dans le métro à Paris, votre marchandise. Donc, vous n'avez même plus le plaisir ou la non-satisfaction de voir la tête de la caissière. Bon. Tout se passe dans une sorte de monde à la fois réel et virtuel et totalement désincarné. Donc, c'est vraiment pas le lien qui est intéressant dans l'échange. Moins on dit, moins on lit, moins on parle. Si la gérante du stand des légumes se met à vous raconter sa vie et ses enfants et comment ça va, vous dites, oh là, moi je ne viens plus jamais ici. Je viens précisément pour ne pas avoir de lien. Bon. Donc ce qui est finalisé, la finalité, c'est le gain. Je vais, dit Simmel, ou dit Smith, je vais échanger, je vais troquer, ça ressemble plus à du troc, qui n'existe pas dans les sociétés dites primitives. Mauss et Malinowski sont très précis là-dessus, il n'y a pas de troc, c'est une invention à nous, ça, le troc. Donc je vais échanger il faut appeler ça une valeur de jouissance plutôt qu'un objet, parce qu'un objet, c'est encore trop particulier, c'est encore trop inscrit dans l'usage que j'en fais, que j'en fais pas. C'est une chose du monde, de la réalité. Les choses dans l'économie marchande ou dans l'économie d'échange, disons, l'échange marchand, ce sont des valeurs, ce sont essentiellement des valeurs. Oui, ok, je termine. J'ai encore pour 5 minutes pour vous dire l'astuce de la chose et autour de quoi ça tourne, cette histoire de don, qui est vraiment... Donc j'échange deux valeurs de jouissance. Je vais évidemment échanger de telle manière à ce que j'ai un gain. Parce que je ne vais pas échanger ma vieille de chevaux contre une trottinette. Je vais échanger ma vieille de chevaux contre une BM ou un truc comme ça. Ça fait partie de la logique de l'échange. Le problème, c'est que se sont très vite posées
les gens comme Smith et Ricardo, ça le tourmentait un petit peu. Il n'a pas résolu la question, mais ça le tourmentait. Mais qu'est-ce qui va fonder, là, justement, cette valeur de jouissance? Bon. Maintenant, ça va devenir un peu vite et un peu compliqué. Il ne faut pas oublier que tout ça repose non pas sur une économie. L'économie marchande n'est pas vraiment une économie en soi, au départ en tout cas. Elle le devient, mais c'est d'abord une morale. Pas une métaphysique, mais c'est une morale. Et cette morale s'appelle l'utilitarisme. Et vous trouvez ça dans ce livre extraordinaire de John Stuart Mill, l'utilitarisme. Je vous engage à le lire parce que tout est dit en un paragraphe. Le livre fait 100 pages, mais un paragraphe suffit. Tout est clair. Mill dit la finalité de la vie humaine, c'est le bonheur, c'est la recherche du bonheur, du bien pour soi, de l'intérêt particulier, éventuellement. Bon, soit. Et la question se pose comme elle s'est posée pour Freud. Freud est pour moi un sale coquin d'utilitariste, et son histoire de principe de plaisir, ça explique strictement rien ça explique rigoureusement rien du tout. Pas en psychanalyste. C'est vraiment. C'est à se demander ce qui lui est arrivé à ce moment-là, ça, ce Freud, sans doute pris dans le biologisme du 19e. Bon, tout ça pour dire, oui, si la recherche humaine, donc il s'agit d'une morale, autrement dit de conduite, de comportement, et non pas de métaphysique, on ne se pose plus de questions de métaphysique, c'est fini. Si la conduite humaine, c'est la quête du bonheur, de l'agréable, c'est quoi le bonheur? Du plaisir, plus exactement, du plaisir. Freud n'a pas jamais su répondre à la question. C'est quoi le plaisir? Enfin, il a essayé de résoudre ça en termes quantitatifs, avec des machins. Un vrai cauchemar. Faites-moi confiance. J'ai longuement travaillé sur ce cauchemar. Mais c'est un fait que dans l'expérience de chacun, le plaisir, nous sommes totalement incapables de dire en quoi il consiste. Pour chacun de nous, et encore plus pour les autres. Et en plus, pour nous, ça change. Si je bois ce jus d'orange maintenant, peut-être que ça va me faire du plaisir, mais dans 2 heures, peut-être que ça va être source de malaise, de mal-être, etc. Donc le plaisir échappe à ce que Kant appellerait une notion a priori. On ne peut pas construire un principe de plaisir. Quand Freud parle de principe de plaisir, on demande vraiment si c'est ce qu'il dit. Donc, l'évaluation du plaisir change, est absolument impossible parce qu'elle est beaucoup trop empirique. On ne peut pas fonder de principe, donc on ne peut pas fonder d'économie au sens strict du terme, si tout change. Si aujourd'hui la 2 chevaux est mieux que la BMW d'hier, et puis ça se modifie, où va-t-on? Donc on est à la recherche d'une mesure. Ricardo a un coup de génie, mais il n'en fait rien. Il dit c'est le travail. Il dit c'est le travail qui est la mesure de la valeur marchande. Marx va reprendre ça. Je ne pense pas qu'il s'en soit si bien tiré que ça. Il fait beaucoup de calculs comme un épicier, c'est incroyable. Mais il essaye de résoudre ça sur le plan quantitatif. C'est ça que je veux dire. Alors que c'est la mauvaise piste, parce que le plaisir n'est pas une notion quantitative, le plaisir est une notion qualitative. Si vous mangez une bonne chose suffit, mais si vous mangez 5 kilos de crasse, non, ça ne va plus, quoi. Bon. Donc c'est pas du côté de la quantité qu'on va s'en tirer sur l'évaluation des valeurs de jouissance. Et ça, c'est inouï, je vous assure. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Il dit ça, Smith, il dit ça, les utilitaristes. Bon. Le plaisir, ça va devenir le non-plaisir. Ça va devenir le désagrément. Donc le gain, le fameux gain, c'est dans les textes, le fameux gain, c'est quand
qu'en fond, je fais une économie de fatigue, de désagrément. Ce sont les valeurs qu'on nous vend tout le temps. Oui, ça va être plus facile, ça va être plus facile, etc. Non, pas plus facile du tout, c'est encore plus casse-pied, plus compliqué, vous perdez encore plus de temps. Bon, soit. Donc, on est passé de l'agréable au non désagréable, au pas désagréable. Donc, on est passé du plaisir à la souffrance. Le gain est une économie de souffrance. Et Simmel, comme Smith et comme tant d'autres, disent oui, tout échange au niveau marchand et tout échange qui prend cette forme repose sur le travail, en tant que le travail est identifié avec la souffrance. En tant que travailler, bon, au moins, ils ne se font pas d'illusions, les utilitaristes. Ils disent travailler, c'est vraiment galérer, hein, comme dit l'étymologie du mot. Vous savez que travail, ça vient d'un instrument de torture médiéval. Oui, mais je fais un gain de souffrance, je fais un gain de souffrance, c'est-à-dire je souffre moins en acquérant ceci, cet objet, cette technologie, etc., etc. Mais dans l'échange, moi je ne peux pas m'empêcher de rire, et puis après, mais dans l'échange marchand, celui qui fait le gain n'est pas le même que celui qui souffre. Tout est là. Tout est là. Dans l'économie marchande, dans l'économie capitaliste, tout est là. Ça, au moins, Marx l'avait quand même vu. Celui qui souffre, celui qui bosse, celui qui sacrifie toutes ses raisons d'existence, toutes ses jouissances les plus élémentaires, les plus simples, enfin bon, l'amour, fumer une cigarette au bord de la rivière, etc., aller boire un verre au café du coin, tout ça, non, tout ça est balayé au nom, précisément, d'une souffrance productive, d'une souffrance endurée, mais qui ne sera jamais, évidemment, celle de celui qui va récolter ce qu'on appelle la plus-value. Donc il y a une division des rôles qui est tout à fait claire dans l'esprit des utilitaristes, mais qui en même temps n'est jamais interrogée. Elle est claire, mais elle n'est jamais interrogée. Ça va de soi, ça va de soi. Donc, mais ce genre de choses, je veux dire, vous vous rendez compte que la mesure du plaisir dans le discours occidental, pour quelles raisons, ça c'est très très complexe, hein, et les religions ne sont pas indifférentes à ça non plus, mais que la mesure du plaisir, c'est la souffrance de l'autre. Je dirais que interprété comme ça, l'échange marchand, du point de vue du psychanalyste, est plutôt un scénario sadomasochiste. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Si vous lisez Sade, qui est le grand écrivain du capitalisme du XVIIIe siècle, où il s'agit moins de sexe qu'on ne croit, mais beaucoup de souffrance, et beaucoup d'argent, et beaucoup de plus-value, et beaucoup de revenus. Ça, c'est ça. Bon. Donc, une fois qu'on a saisi, on a cru saisir ça comme je crois l'avoir saisi, je dis bien je crois l'avoir saisi, on retourne sur le don, et puis après je m'arrête, promis, retour sur le don. Chaque fois qu'une économie marchande s'installe, parce que je me suis posé la question, j'ai même travaillé dans une organisation qui me demandait de résoudre ce type de problème, une organisation ouvrière, on va dire, dépendante de la CSC. Eh bien, chaque fois qu'une économie marchande s'installe dans une culture, qu'elle soit amérindienne, etc., qu'est-ce qui est fait systématiquement? On casse les structures de dons. On les casse. Je dis bien, on les casse délibérément. C'est pas accidentel. C'est tout à fait volontaire. On établit des procédures occidentales comme la propriété privée, comme l'impôt et tout ça, de manière à ce que les solidarités s'effritent, se disloquent, et qu'il n'y ait plus que des gens disponibles pour souffrir, c'est-à-dire pour travailler, afin de ne pas tout à fait crever de faim. Donc,
Mais c'est systématique, et j'insiste, c'est systématique aussi bien du côté, je dirais, des économies libérales ou néolibérales que du côté des économies dites socialistes. C'est le même bazar qui fonctionne. Quand vous lisez que Lénine trouvait que Taylor, hein, le fameux Taylor du travail, du taylorisme, hein, tiens, c'est extraordinaire, Taylor. C'est extraordinaire. C'est un vrai. C'est le précurseur du socialisme réel. On commence à avoir des doutes, hein, sur les démocraties populaires. Bon. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il faut s'arrêter. Je donne priorité à ceux qui auraient éventuellement préparé, parce que il ne faut pas qu'ils gaspillent leur travail, n'est-ce pas? Bien, une question comme ça de la part de Fabienne. Moi, c'est plutôt une question concernant la gratuité dans ces entre-là, dans ces mouvements, je dirais, que forment tous ces liens que l'on tisse et qui vont et qui viennent. Qu'est-ce que la gratuité, finalement? Puisqu'on est toujours dans, je dirais, une relation d'obligeance. Nous sommes les obligés les uns des autres et ça tourne. Je crois avoir lu qu'elle pouvait se situer dans l'immesurable ou l'incommensurable. De notre côté, en tant qu'architecte, est-ce que je pourrais dire que, par exemple, l'esthétique pourrait être cette gratuité que l'on apporte? Et je citerai peut-être Louis Kahn quand il dit que les murs de cette chambre, que peuvent être rues et places publiques, donc je parle bien des espaces publics d'une cité, d'une ville, reçoivent, je dirais, des donateurs, hein, le caractère qu'elles ont à travers les façades qui ont été construites, qui ont été données quelque part à la rue et à la place. Donc je lis gratuité aussi, non seulement avec l'incommensurable, mais ce surplus, l'esthétique comme un plus, un surplus qui a été donné quelque part. Et dans le cadre de cette citation, je trouvais que ça pouvait résonner. Oui, il n'y a pas de gratuité dans le don, ça me paraît assez clair. Si ça vous intéresse, une très très bonne initiation au don, mais il faut aimer lire ça. Moi, il se fait que j'adore lire ça, c'est des dictionnaires. C'est le dictionnaire des institutions indo-européennes de Benveniste, qui est un très grand linguiste et un linguiste maussien. Il dit, en fait, on ne donne jamais, il dit. On ne donne jamais parce qu'on a toujours déjà reçu. Autrement dit, je sais pas il n'y a pas d'origine, exactement, il n'y a pas d'origine. Le don est anarchique au sens littéral du terme. Il n'y a pas d'hierarchie, c'est anarchique, et donc j'ai toujours déjà reçu ce que je vais donner. Au fond, donner, c'est restituer ce qu'on a reçu de ses parents, ce qu'on a reçu des dieux, des ancêtres et tout ça. Donc on ne peut pas épingler dans une structure pareille une position de donateur. Ce qui veut dire que les gens qui vivent dans ces sociétés, qui vivent encore dans ces sociétés, quand j'ai donné cours là-dessus à l'académie, il y a des gens des étudiants qui venaient du Brésil, par exemple, qui disaient « Mais c'est tout à fait ça, monsieur. Je comprends maintenant pourquoi mon frère se plaint que les Indiens soient si peu reconnaissants de ce qu'on leur donne. » Ils ne sont pas être reconnaissants, c'est comme ça. Il n'y a pas de gratuité. Alors, si vous voulez, comment ça fonctionne? Parce qu'il faut quand même bien que ça fonctionne au niveau, par exemple, économique, par exemple, de la subsistance matérielle des gens. Il y a des règles très précises. Un chasseur, hein, c'est Clastres qui raconte ça dans sa chronique des Gayaki, un chasseur ne consomme jamais le produit de sa chasse.
Il tue le gibier, il l'amène, paf, il la met au milieu du village, et on se sert, et lui, il ne mange pas. Alors on se dit, mais il va crever de faim, le chasseur. Non, il y a un autre chasseur qui fait la même chose, et donc il va se servir auprès du produit de la chasse de l'autre chasseur. D'où aussi la notion très lourde, ça je l'accorde. Le capitalisme est quelque chose d'extraordinairement séduisant si on est profondément égoïste et narcissique. Hein. C'est la seule manière de s'en tirer, c'est d'être un bon libéral convaincu à la Thatcher. Ça marche. Mais si on n'est pas comme ça, si on n'est pas formaté comme ça ne marche pas. Donc, vous parliez du mur de la maison. Dans un livre qui relate des façades, oui. Mais oui, ça me rappelle des petits textes écrits par un Rom, par un tzigane de France, qui s'adresse à l'administration communale et qui lui dit vous n'avez qu'à mettre vos caravanes sur l'espace public. Et lui, il dit l'espace public, vous vous êtes arrangé pour qu'il n'y ait plus d'espace public. Mais revenons à la maison aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans nos contrées encore. Je ne construis pas, moi, ma maison. C'est mon voisin qui construit ma maison. Et je construis la maison de mon voisin. Alors bon, on ne va pas s'étendre sur la notion de voisinage, hein, qui n'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Donc, pour moi, quand on dit un architecte ou une institution ou une instance donne à la rue, notion très problématique pour moi, hein, un peu trop abstraite, un mur, quelque chose. J'ai plutôt tendance à interpréter ça dans des termes effectivement d'obligation de type politique, de clientélisme à la romaine. Hein. Je ne vois pas ce qu'on donne, puis un mur en plus. Était un idéaliste, et je crois qu'il est lié à la notion d'esthétique. Je ne suis pas obligée, personne ne m'oblige à faire quelque chose d'esthétique. Et qu'est-ce que c'est que l'esthétique? Enfin, peu importe, c'est un grand sujet, mais je peux avoir cet engagement-là que je veux donner ce plus à travers un travail relativement laborieux qu'on ne m'a pas nécessairement demandé, qui ne veut pas spécialement dire voilà ma carte de visite, voilà ce que je sais faire. Non, pas spécialement. Ça peut être, on peut le trouver dans beaucoup de traditions constructives aussi. Hein. Et donc on pourrait même dire que dans la façade, il y a les deux faces du don, hein, c'est-à-dire la kula et le potlatch. Donc l'un qui peut être dans l'idée de, comment dirais-je, d'être un peu, comment dirais-je, d'exprimer sa force vis-à-vis de l'autre, hein, de se prévaloir vis-à-vis des autres. Mais ça peut aussi être simplement un don un peu désintéressé. Je crois qu'il y a les deux faces. Hein. Dans la kula, il y a cette idée d'égalité qu'il n'y a pas dans le potlatch, pour revenir au thème de Mauss. C'est une erreur, à mon sens, de Mauss, de confondre le don et le potlatch. Et je pense qu'il y a historiquement... le potlatch s'est généralisé dans certaines tribus, notamment de l'Amérique du Nord, suite à la colonisation, et est devenu opération politique plutôt que don. À tel point que le gouvernement des États-Unis a dû interdire le potlatch, parce que les tribus se ruinaient. Hein. Et ce sont des guerres de richesse, comme disaient les Indiens. Ça, pour moi, c'est une confusion assez dramatique de la part de Mauss, qui se laisse entraîner par... Mais bon, j'avais une autre idée là sur...
Mais donc la façade peut être l'expression d'un prestige, oui. Et donc se montrer plus fort que son voisin, voilà. que les autres. Donc mais d'autre part, elle peut aussi être... Mais vous savez, dans le don, si les façades se construisaient comme ça dans une société de dons, vous auriez une ribambelle d'enfants ou toute une tribu devant la porte en train de donner des coups de pied dedans et dire on entre et on prend tout ce qu'il y a à bouffer. Ça, parce que la fonction de la maison, de l'oikos, hein, du domus, c'est pour ça qu'une économie capitaliste, ça n'existe pas. Enfin, c'est un contresens. Je sais pas moi, c'est un cercle carré. Oikos, c'est le lieu de production familiale, clanique, où tout le monde est, les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, et puis surtout, c'est le lieu où l'on reçoit. Donc, est-ce que Kahn a parlé de cette notion fondamentale de la maison qu'est l'hospitalité? Une maison, dans l'économie symbolique du don, c'est un lieu d'hospitalité. Avec la très très belle, là, je résiste pas, la très très belle exégèse, ça va vite, hein, que Benveniste fait du mot latin hostis. Moi, j'avais appris le latin dans la guerre des Gaules de César. Les hostes, c'était les ennemis. Hostis, ça a donné hôte. C'est l'hôte, c'est celui qu'on reçoit. C'est l'étranger qui ne sait pas où aller dormir. Et puis on dit, viens, toi, tu vas être protégé, tu vas dormir là-bas, on va te donner à manger. Tu veux une femme pour la nuit? On va t'en donner aussi. Tu peux la reprendre éventuellement. Non, mais ça va parfois jusque-là. Donc, hostis, et quand les structures de la société romaine ont changé, hostis est devenu effectivement l'ennemi, l'hostile. Et on a trouvé un doublet, hospes, qui a donné hospitalité. Mais ce serait important, moi, je ne vous donne pas de conseils. Ce serait important, je trouve, que l'architecture puisse interroger ce qui est sa structure la plus profonde, à savoir l'hospitalité, à savoir le recevoir. Et puis il y a des très beaux textes de Fatih, Ahmad Fatih, Hassan Fatih, sur la maison, sur l'ouverture, sur le désert, le jardin, l'eau, etc. C'est aussi... la maison est aussi un lieu d'accueil des choses. Hein. Il n'y a pas que les hommes, mais aussi un lieu d'accueil des choses. Et sur l'esthétique, il y aurait beaucoup à dire, vous savez. Vous savez d'où vient l'esthétique? Non, mais historiquement. Une des sources de l'esthétique, c'est le mouvement hussite. Jean Hus est un dominicain du XVIe, je crois. 15, là je me trompe toujours. Né à Prague, qui va mener un mouvement, on va dire, révolutionnaire. C'est Engels qui s'intéresse beaucoup à Hus, à Jean Hus, et qui va rallier une partie de la population et qui va se réfugier à Tabor, dans la ville de Tabor. Ça va donner les Taborites. Alors, ce sont les ancêtres des protestants, ce sont les héritiers du mouvement du libre-esprit du XIIIe siècle. Bien sûr, Hus va finir comme tout le monde, dans ces cas-là, sur un bûcher. À Prague, il y a un monument assez laid qui illustre ça. Mais pourquoi je parle du mouvement hussite ? Parce que les hussites étaient chrétiens, bien sûr, encore que chrétiens millénaristes, etc. Mais ils cassaient tout dans les églises, les madones, les tableaux. Enfin bon, ils ont commis des déprédations esthétiques, artistiques considérables, à une époque où les images saintes n'étaient pas considérées comme des images, mais comme étant des idoles, c'est-à-dire des substituts intermédiaires de la divinité.
Dans Thérèse d'Avila, vous trouvez le fait que Thérèse d'Avila tombe en adoration, dit « Oh là là, je regrette beaucoup notre Madone, notre Vierge, qui est une statue. Oh Dieu, qu'est-ce qu'elle raconte, la Thérèse ?» Parce que je la priais souvent, je l'adorais souvent. Donc c'était quasiment personne. Hein. Il n'y avait pas de valeur exclusivement esthétique qui était attachée à cela. C'était beau parce que c'était divin. Et ça devait être beau parce que c'était divin. Alors les hussites, eux, qui cassaient tout, certains dirigeants hussites ont dit « Mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Bien sûr, c'est de l'idolâtrie. Bien sûr, c'est sacrilège. Bien sûr, c'est impie. Mais c'est beau. Et on va sauver ça en fonction du fait que c'est beau. On va sauver la beauté abstraite, désincarnée de ces objets. Et d'après certains auteurs, il y aurait là un commencement en Occident de l'esthétique en tant que valeur, si vous voulez, en tant que valeur en soi, détachée de ces usages magiques, hein, on va dire. Les exemples que vous avez utilisés pour parler donc de l'échange et du don sont souvent des exemples, j'allais dire, de type matérialiste, c'est-à-dire des échanges ou des dons d'objets. Et donc je me posais la question si ce raisonnement-là était toujours valable si on ne parlait plus d'objets, mais de temps ou de savoir. Et la deuxième chose, donc vous dites que... chaque fois qu'une économie marchande s'installe dans une culture, on casse les structures du don. Donc, l'économie marchande est bien installée ici, dans nos pays, depuis très longtemps. On peut donc penser que ces structures du don sont totalement détruites. J'aurais aimé avoir votre avis sur des initiatives qu'on voit apparaître depuis une dizaine d'années, qui tentent peut-être ici, en Europe, de reconstruire ces structures, qui sont par exemple des structures d'échange de savoir, donc qui consistent non plus à donner ou à échanger des objets, mais à donner du temps, échanger du savoir. J'aimerais avoir votre avis sur ces structures, donc plutôt issues de ce qu'on appelle la société civile, et qui tentent de reconstruire peut-être ces structures dans nos sociétés, effectivement complètement abîmées par ces économies marchandes. Oui, je vais tout à fait dans votre sens. Je parlais de choses matérielles parce que ça me semblait un peu plus facile, mais moi j'ai vu des échanges en Mauritanie, des dons de danse, notamment de danse. Quand vous savez, les femmes au Sénégal, enfin certains groupes de femmes, par exemple les femmes de pêcheurs, s'organisent en petits groupes qui s'assistent financièrement. Elles ont une cagnotte commune et puis alors l'une d'elles a besoin d'argent. Alors on lui donne l'argent et puis en échange elle dit c'est extraordinaire, fais-moi une danse. Elle danse, bon. Et nous avons vu ça dans un village très proche de là où nous habitions, où tous les dimanches, les femmes se réunissaient et manifestement échangeaient des tas de choses, des informations, concluaient des mariages. Et alors, elles dansaient. À l'époque, on ne comprenait pas pourquoi elles dansaient. On disait, tiens, c'est esthétique, justement. Non, c'était... Il y en avait une qui dansait parce que l'autre disait, ah, maintenant tu vas danser parce qu'on t'a fait cette fleur-là, etc. Bon. Et évidemment, les échanges de savoir, ça me paraît tout à fait fondamental. Et ça existe, bien sûr. À mon sens, c'est dans la voie que vous décrivez qu'on a une petite chance d'échapper à l'Holocauste mondial. À ce moment-là, l'échange reprendrait de la valeur par rapport au don ? Pas l'échange marchand. L'échange de savoir. On pourrait parler d'échange alors. De don de savoir, oui. Quelle serait la différence ? Je vais vous donner un exemple d'une profession
Malheureusement, c'est de moins en moins fréquent. Mais à une certaine époque, ça a quand même fonctionné comme ça, plus ou moins. C'est la psychanalyse. Dans la psychanalyse, vous êtes quand même redevable vis-à-vis de l'analyste si ça s'est quand même bien passé, comme on dit. C'est-à-dire si vous n'avez pas échoué en HP, en hôpital psychiatrique, ça arrive. Hein. Mais dans la psychanalyse, vous êtes redevable de quelque chose que vous ne pourrez jamais restituer à l'analyse. Jamais, jamais, jamais. Il y a donc une inégalité, une impossibilité de donner l'équivalent. Donc vous devez aller, vous devrez passer, comme on dit, comme on passe un ballon, que vous allez devoir transmettre. Mais ça, c'est le savoir. Une fois que je l'ai reçu, je ne peux pas le restituer, peut-être sous une autre forme, à celui qui me l'a donné. Donc je vais devoir le transmettre. Mais c'est comme le langage. Hein. C'est comme le langage. C'est-à-dire, c'est une passation de savoir, de symboles, de signifiants. Vous savez d'où vient le mot responsabilité? Oui, ça vient d'après Benveniste, spondeo. Il donne l'exemple. Spondeo, je te donne ma fille, je te la confie, qui a donné en latin et en italien sposa, épouse, hein, la promise. Et celui qui la reçoit dit respondeo, c'est-à-dire j'en réponds. Je dis oui, d'une part, je réponds, et j'en réponds, c'est-à-dire que je la prends en charge et je la soignerai et je l'honorerai comme elle le mérite. Donc la responsabilité, c'est quelque chose qui est dans cette dialectique du don. Donc on vient de parler de l'équivalence, ou de l'équivalence dans le cas de l'échange, qui est mesurée, oui, pour bien être sûr qu'elle soit équivalente, et inversement, dans le don, la non-équivalence. Et pour se garantir de cette non-équivalence, je lisais dans le résumé fait par mon voisin ici, qu'il y a 3 dispositifs. Et l'un de ces dispositifs, c'est pour en revenir justement à celui-là, c'est, dit-il, l'esthétique. Ces institutions ont un côté esthétique important dont nous avons fait délibérément abstraction dans cette étude, etc. Mais les danses qu'on exécute, et donc vous parlez des danses, les chants, etc., les représentations dramatiques, on se donne camp en camp et d'associé à associé, etc., donc aurait ce côté esthétique. Et donc il y aurait ce côté esthétique qui est quand même un élément important et qui justement fait partie de cette non-équivalence, qui est ce surplus, qui serait ce surplus qui fait la différence entre le don et l'échange. Oui, certainement, oui. Mais je voulais dire tout à l'heure que l'esthétique n'est pas détachée. Non, ici, bien sûr, elle ne l'est pas du tout. Non. Oui, les objets échangés, comme le dit Malinowski, sont dotés d'une beauté, une beauté magique. Hein. Le plus bizarre, c'est que ça existe. Cette beauté magique. Ce qui est curieux, c'est que donc vous dites qu'elle n'est pas détachée, et en même temps, en parlant d'esthétique, nous détachons ce côté, entre guillemets, esthétique. Hein. Donc, Nous ne sommes plus capables de voir, enfin si, nous sommes toujours capables de voir, mais qu'une statue grecque du VIe siècle est non seulement belle, mais elle est magique, si je peux dire, d'une présence. Elle est dotée d'une présence qui fait que jamais les plus belles statues de Michel-Ange n'auront cette présence, hein, sauf une peut-être. Ouais.